Le matin se lève sur Montpellier avec une lumière froide qui semble filtrer à travers les murs du commissariat comme un pressentiment. L'atmosphère n'a rien de l'agitation habituelle faite de dossiers qui s'échangent et de portes qui claquent. Tout paraît ralenti, presque suspendu, comme si chacun pressentait qu'un basculement irréversible est en train de se produire. Dans les couloirs, les regards se croisent puis se détournent, et le silence devient plus éloquent que n'importe quelle rumeur. Lorsque Yann franchit l'entrée du commissariat, il conserve une posture droite, un visage fermé qui tente de préserver l'apparence du contrôle. Pourtant, derrière cette rigidité, quelque chose s'est fissuré depuis plusieurs jours déjà. Il a vécu dans l'anticipation diffuse d'un dévoilement, conscient que les incohérences finiraient par former une chaîne trop visible pour être ignorée. En apercevant Baker et Elise qui l'attendent dans le bureau, il comprend immédiatement que ce moment n'est plus une hypothèse mais une réalité. La porte se referme derrière lui et, dans cet espace clos, la procédure prend le pas sur toute relation personnelle. Baker ne hausse pas la voix, car l'autorité n'a pas besoin de brutalité lorsqu'elle s'appuie sur des faits. Elise demeure droite, le regard ferme, comme si elle avait déjà fait le deuil de la confiance qu'elle plaçait autrefois en lui. On lui demande de déposer son arme sur le bureau, et ce geste, pourtant simple en apparence, possède la violence symbolique d'une déchéance. L'arme quitte son étui, glisse sur le bois, puis vient le tour de la carte professionnelle, ce fragment d'identité qui représentait son engagement et sa légitimité. En quelques secondes, Yann cesse d'être un collègue pour devenir un homme placé sous suspicion. Il ne proteste pas, ne cherche pas à se défendre à ce stade, car il sait que toute justification prématurée serait perçue comme une tentative de fuite. Son silence traduit moins une stratégie qu'une fatigue intérieure, celle d'un homme qui mesure le prix de ses choix passés. Lorsqu'il est conduit en salle d'interrogatoire, la réalité se matérialise avec une netteté implacable. Il s'assoit à la place qu'il réservait autrefois aux suspects, sous la lumière crue qui ne laisse aucune zone d'ombre. Hakim arrive peu après, et sa présence introduit une dimension supplémentaire à cette chute. Son retour à Montpellier ne s'inscrit pas dans la continuité des anciennes complicités professionnelles, car il appartient désormais à l'IGPN, cette entité que beaucoup de policiers redoutent pour son regard intransigeant sur les manquements internes. Manu l'accueille avec une chaleur sincère, mais cette chaleur est immédiatement contenue par la conscience du rôle qu'Hakim doit jouer. Les retrouvailles sont brèves, marquées par une tension que ni l'un ni l'autre ne verbalise ouvertement. Lorsqu'Hakim entre dans la salle d'audition, il laisse derrière lui toute trace de camaraderie pour endosser pleinement la fonction qui lui incombe. Il observe Yann avec attention, conscient que l'équilibre entre la connaissance personnelle et l'exigence professionnelle sera difficile à maintenir. Les premières questions s'enchaînent avec précision, visant à établir un cadre factuel avant d'aborder le point central de l'enquête. Le nom de Lucie Lecoeur s'impose rapidement comme le cœur de l'audition, et Yann comprend qu'il ne peut plus éluder ce pan de sa vie. Il reconnaît avoir entretenu une liaison de 10 mois avec elle, relation clandestine qui s'est développée en marge de son mariage et qu'il affirme avoir interrompu peu avant sa mort. Il insiste sur le fait qu'il tenait à Lucie et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal, cherchant à dissocier la faute morale de toute implication criminelle. Toutefois, ces déclarations, si elles sont cohérentes, ne dissipent pas le soupçon, car elles confirment l'existence d'un mobile possible aux yeux des enquêteurs. Hakim évoque alors le téléphone prépayé utilisé pour communiquer avec Lucie, ainsi que le geste de Yann consistant à le jeter en mer après avoir appris le décès de la jeune femme. Ce détail, que Yann avait perçu comme une tentative désespérée de protéger sa vie privée et d'éviter un scandale conjugal, prend désormais une dimension judiciaire lourde de conséquences. En supprimant cet appareil, il a potentiellement compromis des éléments de preuve essentiels, fragilisant l'intégrité de l'enquête et alimentant l'idée qu'il cherchait à effacer des traces. Derrière la vitre sans teint, Elise observe la scène avec une concentration douloureuse. C'est elle qui a reconstitué la chronologie, recoupé les indices financiers et suivi la piste menant à Yann. Son professionnalisme ne laisse place à aucun relâchement, mais une part d'elle ressent le poids de cette trahison, car elle a dû accepter que la vérité pointe vers un homme avec lequel elle partageait le quotidien du service. Au même moment, Johanna poursuit sa journée sans imaginer l'ampleur de la révélation qui l'attend. Elle perçoit seulement, au moment où son téléphone sonne et qu'Élise lui demande de se rendre au commissariat, une tension inhabituelle dans la voix de son interlocutrice. Son instinct d'avocate l'alerte immédiatement, mais elle n'envisage pas encore que le cœur de cette convocation puisse concerner son propre mari. Elle avance vers le commissariat avec une inquiétude croissante, oscillant entre la crainte d'une complication dans l'enquête et la volonté de croire que Yann ne peut être impliqué dans un drame d'une telle gravité. Pendant que les destins se resserrent autour de cette vérité menaçante,
Caroline traverse un bouleversement d'une nature différente mais tout aussi symbolique. Elle prépare son déménagement, empile les cartons avec l'aide de Pablo et tente de transformer ce départ en promesse d'avenir. Elle parle de renaissance, comme si changer d'adresse suffisait à tourner une page et à redéfinir son identité. Pourtant, cette reconstruction demeure fragile, car les mises en garde de Berthier à l'attention d'Henrik rappellent que Caroline n'est pas totalement détachée du père de son fils, et que les sentiments ne s'effacent pas aussi aisément qu'un bail résilié. Ainsi, tandis que Yann s'enfonce dans un interrogatoire où chaque réponse semble ajouter une couche de complexité à sa situation, Johanna franchit les portes du commissariat sans savoir qu'elle s'apprête à découvrir la double trahison qui va bouleverser sa vie. L'enquête ne se limite plus à la recherche d'un coupable, elle devient le révélateur brutal des fractures intimes qui couvaient depuis des mois, et c'est précisément cette dimension personnelle qui rend la chute de Yann plus vertigineuse encore. Lorsque Johanna franchit les portes du commissariat, elle ressent immédiatement que quelque chose ne correspond pas à la normalité d'une convocation professionnelle. Les regards se posent sur elle avec une gravité inhabituelle, comme si chacun connaissait déjà une vérité qu'elle ignore encore. Elle avance d'un pas maîtrisé, fidèle à son tempérament d'avocate qui ne cède ni à la panique ni aux suppositions hâtives, mais son intuition lui murmure qu'elle s'apprête à entendre une révélation qui ne la laissera pas intacte. Élise l'accueille dans son bureau avec une retenue qui tranche avec leurs échanges habituels. Il n'y a ni détour ni préambule inutile. Avant même d'aborder l'essentiel, Élise lui pose une question précise. Où se trouvait-elle le soir du meurtre de Lucie Lecœur, et Yann était-il avec elle à ce moment-là? La question, en apparence technique, agit comme une fissure dans la confiance de Johanna. Elle répond avec assurance sur sa propre présence, mais lorsqu'il s'agit de Yann, un léger flottement s'installe dans son esprit. Elle réalise qu'elle ne peut pas affirmer avec une certitude absolue qu'il était à ses côtés toute la soirée. C'est à cet instant qu'Élise, avec la froideur nécessaire à la fonction qu'elle occupe, révèle l'information qui va pulvériser l'équilibre fragile du couple. Yann entretenait une liaison avec Lucie depuis près d'1 an. Pas une erreur passagère, pas une aventure sans lendemain, mais une relation inscrite dans la durée, construite dans le secret et maintenue malgré le mariage. Les mots semblent perdre leur cohérence aux oreilles de Johanna. Elle reste immobile, le regard fixé devant elle, comme si son esprit refusait d'assembler les éléments. Pendant quelques secondes, elle tente de rationaliser, d'imaginer une erreur, un malentendu, une interprétation hâtive. Pourtant, la certitude dans la voix d'Élise ne laisse aucune place au doute. Les preuves sont là, recoupées, établies. La douleur ne surgit pas immédiatement sous la forme d'un cri ou d'un effondrement visible. Elle s'installe d'abord comme un vide brutal, une sensation d'irréalité. Johanna repense aux mois écoulés, au silence de Yann, à ses absences qu'elle avait attribuées au stress de l'enquête, au regard fuyant qu'elle avait interprété comme de la fatigue. Chaque souvenir se recompose sous une lumière nouvelle, cruelle. Elle exige de voir Yann, non pas avec la douceur d'une épouse blessée, mais avec la détermination d'une femme trahie qui réclame la vérité en face. Élise et Manu tentent de la retenir, conscients que la confrontation immédiate ne ferait qu'enflammer une situation déjà explosive. Johanna lutte contre l'envie irrépressible de courir jusqu'à la salle d'interrogatoire. Sa colère commence à supplanter la stupeur, et derrière cette colère se cache une blessure plus profonde, celle d'avoir été tenue à l'écart d'une part essentielle de la vie de l'homme qu'elle aimait. Pendant ce temps, Yann continue de répondre aux questions d'Hakim, ignorant encore que Johanna est désormais informée de la liaison. Il tente de maintenir une ligne de défense cohérente, affirmant que sa relation avec Lucie n'a aucun lien avec sa mort. Il répète qu'il l'avait quittée, qu'il ne voulait pas détruire son mariage, qu'il cherchait simplement à refermer une parenthèse qu'il avait laissée s'ouvrir trop longtemps. Mais plus il parle, plus il semble s'enfermer dans ses propres contradictions. Hakim perçoit cette fragilité. Il insiste sur la chronologie, sur les échanges téléphoniques, sur les moments où Yann ne peut justifier clairement sa présence. L'interrogatoire ne se transforme pas en affrontement brutal, mais en un étau méthodique qui se resserre progressivement. Chaque réponse est notée, chaque hésitation observée. Au dehors, la nouvelle commence à circuler discrètement parmi les effectifs. L'idée qu'un policier puisse être impliqué, même indirectement, dans une affaire aussi grave provoque un malaise diffus. Manu se retrouve dans une position inconfortable, partagée entre son attachement ancien à Yann et la nécessité de préserver l'intégrité du service. Il mesure combien cette affaire dépasse le simple cadre d'un adultère dissimulé, elle touche à la crédibilité même de l'institution. Parallèlement, Caroline s'installe dans son nouvel appartement avec une énergie presque fébrile. Les cartons s'ouvrent, les meubles trouvent leur place, et Pablo circule entre les pièces avec un mélange d'ironie adolescente et de tendresse dissimulée.
Caroline parle de renaissance comme d'un mot magique capable de conjurer les échecs passés. Elle remercie Berthier de lui avoir accordé une seconde chance professionnelle, consciente que ses erreurs auraient pu la disqualifier définitivement. Pourtant, cette renaissance n'est pas dénuée d'ambiguïté. Berthier, lucide, met Henrik en garde contre toute illusion romantique. Caroline reste profondément attachée au père de son fils, et ce lien invisible pourrait compliquer toute tentative de nouveau départ sentimental. Henrik écoute sans répondre, partagé entre l'espoir et la prudence. Au même moment, Sabine refuse catégoriquement que Pablo se rende à un concert en pleine période de bac blanc. Le jeune homme tente de contourner l'interdiction en sollicitant l'avis de Caroline, espérant trouver en elle une alliée plus compréhensive. Mais Caroline, contre toute attente, se range à l'opinion de Sabine, choisissant la cohérence parentale plutôt que la complicité facile. Ce choix, discret mais significatif, marque sa volonté d'assumer pleinement sa responsabilité de mère. Alors que ces trajectoires se déploient en parallèle, Johanna reste au commissariat, incapable de quitter les lieux sans avoir confronté Yann. La colère qui l'habite s'entrelace avec une douleur plus sourde, celle de réaliser que l'homme qu'elle pensait connaître vivait une double vie depuis des mois. Elle ne pleure pas encore. Elle se tient droite, tendue, comme si la dignité était le dernier rempart contre l'effondrement. Dans la salle d'interrogatoire, Yann commence à percevoir que la situation lui échappe. L'ombre de Johanna plane désormais au-dessus de ses réponses, même s'il ignore encore qu'elle sait tout. Le mensonge qui lui semblait maîtrisé devient un piège aux ramifications multiples. Et plus les minutes passent, plus il comprend que la garde à vue n'est peut-être que le début d'un cauchemar bien plus vaste. L'attente devient insoutenable pour Johanna. Chaque minute passée au commissariat alourdit l'atmosphère autour d'elle, comme si l'air s'était chargé d'une densité nouvelle. Elle marche de long en large dans le bureau d'Élise, tentant de canaliser la tempête intérieure qui menace de l'emporter. Sa formation d'avocate lui impose une discipline mentale, analyser, décortiquer, ne pas céder à l'émotion brute. Pourtant, ce qui se joue ici dépasse toute logique procédurale. Il ne s'agit pas d'un dossier, mais de sa propre vie. Elle repense au regard de Yann ces derniers mois, à ces moments où elle l'avait trouvé distant, absorbé, ailleurs. Elle avait attribué ses absences à la pression du travail, aux tensions inhérentes aux enquêtes sensibles. Jamais elle n'avait imaginé que derrière ces silences se cachait une autre femme, une autre intimité, une autre histoire construite en parallèle de la leur. L'idée qu'il ait pu partager des confidences, des gestes, peut-être même des promesses avec Lucie, la transperce avec une violence sourde. Élise, consciente du bouleversement qu'elle vient de provoquer, tente de maintenir un cadre professionnel. Elle explique que la liaison complique considérablement l'enquête, qu'elle offre un mobile potentiel, qu'elle fragilise la position de Yann face à l'IGPN. Mais ces explications, si rationnelles soient-elles, résonnent comme des coups de marteau dans l'esprit de Johanna. Elle n'entend plus que l'essentiel, près d'un an de mensonges. Finalement, on lui permet d'apercevoir Yann à distance, sans confrontation immédiate. À travers une vitre, elle distingue sa silhouette assise face à Hakim. Elle observe les traits tirés de son mari, la tension dans ses épaules, la fatigue dans son regard. Pendant une fraction de seconde, l'amour qu'elle lui portait tente de se frayer un chemin à travers la colère. Puis l'image de Lucie s'impose à son esprit, et cette hésitation se transforme en amertume. Dans la salle d'interrogatoire, Hakim poursuit méthodiquement son travail. Il revient sur la chronologie des faits, sur les derniers échanges entre Yann et Lucie, sur la nature exacte de leur rupture. Yann affirme qu'il avait mis fin à la relation peu avant la mort de la jeune femme, qu'il voulait sauver son mariage, qu'il cherchait à refermer une parenthèse qui lui échappait. Mais cette volonté tardive ne suffit pas à effacer 10 mois de clandestinité. Hakim souligne que la destruction du téléphone prépayé constitue un acte lourd de conséquences. Même si Yann nie toute implication dans le meurtre, son geste peut être interprété comme une tentative d'entraver l'enquête. Yann tente d'expliquer qu'il a agi sous le coup de la panique, qu'il redoutait le scandale, qu'il voulait protéger Johanna d'une humiliation publique. Pourtant, chaque justification semble alimenter un soupçon supplémentaire. À l'extérieur, Manu ressent le poids de la situation. Il connaît Yann depuis longtemps, connaît ses qualités, ses failles, ses excès parfois. Il peine à concilier l'image du collègue investi avec celle de l'homme capable de mener une double vie aussi prolongée. Cette affaire l'oblige à regarder en face une vérité inconfortable. On peut partager des années de service avec quelqu'un sans jamais connaître réellement ses zones d'ombre. Pendant ce temps, la vie poursuit son cours ailleurs, comme si le drame du commissariat ne concernait qu'un cercle restreint. Caroline passe sa première soirée dans son nouvel appartement. Les murs encore nus reflètent une lumière douce, presque apaisante. Pablo installe quelques objets familiers pour rendre l'endroit moins impersonnel. Il plaisante pour masquer l'émotion du changement,
mais son regard trahit une inquiétude. Quitter un lieu, même temporaire, signifie accepter que les choses ne seront plus comme avant. Caroline s'efforce d'adopter un ton positif. Elle parle d'avenir, de stabilité, de nouvelles habitudes. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que cette renaissance reste fragile. Les paroles de Berthier résonnent dans sa mémoire. Elle n'est peut-être pas aussi détachée du passé qu'elle le prétend. Le père de son fils continue d'occuper une place invisible mais persistante dans son cœur. Au commissariat, la tension atteint un point critique lorsque Johanna demande à rencontrer Yann en tête-à-tête. Élise hésite, consciente que cette confrontation pourrait dégénérer émotionnellement. Mais refuser serait prolonger une attente insoutenable. Finalement, on accepte un échange encadré. Lorsque Johanna entre dans la pièce, le silence devient presque oppressant. Yann lève les yeux vers elle, et dans ce regard se mêlent la culpabilité, la peur et une forme de désespoir. Johanna ne crie pas, ne pleure pas immédiatement. Elle le fixe avec une intensité qui vaut toutes les accusations. Elle veut entendre de sa bouche ce qu'Élise lui a révélé. Yann confirme la liaison. Il tente d'expliquer, d'évoquer un moment d'égarement, une relation née d'un vide qu'il n'avait pas su nommer. Mais ces explications sonnent creux face à la durée des faits. Johanna comprend qu'il ne s'agissait pas d'un accident isolé, mais d'une histoire construite dans le secret, entretenue malgré les promesses conjugales. La blessure devient alors tangible. Ce n'est plus seulement l'enquête qui menace leur couple, mais la révélation d'une fracture ancienne. Johanna ressent un mélange de rage et d'effondrement intérieur. Elle réalise que la mort de Lucie n'est pas seulement un drame judiciaire, mais aussi l'événement qui expose brutalement la fragilité de son mariage. Dans les couloirs du commissariat, chacun perçoit que la situation a dépassé le simple cadre d'une garde à vue. Il ne s'agit plus uniquement de déterminer la responsabilité de Yann dans un homicide, mais d'observer la désintégration progressive d'un homme, à la fois policier et époux. La nuit tombe lentement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une obscurité qui semble refléter l'état d'esprit des protagonistes. Yann reste en garde à vue, confronté à ses choix et à leurs conséquences. Johanna quitte le commissariat avec un pas hésitant, consciente que rien ne pourra effacer ce qu'elle vient d'apprendre. Et tandis que Caroline s'endort dans son nouvel appartement avec l'espoir d'un recommencement, d'autres voient leur existence basculer vers une incertitude vertigineuse. La nuit s'installe définitivement sur Montpellier, et avec elle une tension sourde qui ne quitte plus le commissariat. Yann demeure en garde à vue, isolé dans une pièce où le temps semble se dilater. L'absence de repères habituels, radio, téléphone, échanges informels avec les collègues, le confronte à un silence oppressant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne peut plus se réfugier derrière l'action ou la routine professionnelle. Il ne lui reste que ses pensées, et celles-ci se montrent impitoyables. Il revoit les premiers instants avec Lucie, cette proximité née presque par inadvertance, un mélange de fascination et de fragilité partagée. Ce qui avait commencé comme une échappatoire s'était transformé en relation clandestine, entretenue malgré les scrupules, malgré les risques. Il s'était persuadé qu'il contrôlait la situation, qu'il saurait refermer cette parenthèse sans conséquences majeures. Aujourd'hui, il mesure combien cette illusion était naïve. La liaison n'est plus un secret honteux, elle est devenue un élément central d'une enquête criminelle. Dans une autre partie du commissariat, Johanna tente de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle s'est réfugiée dans un bureau inoccupé, loin des regards, pour respirer et mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Elle refuse de s'effondrer publiquement. Son orgueil et sa dignité lui interdisent toute démonstration excessive. Pourtant, derrière cette maîtrise apparente, la douleur s'infiltre avec une constance implacable. Elle ne cesse de repenser aux détails qui, rétrospectivement, prenaient un sens différent, les retards inexpliqués, les messages effacés, les absences prolongées. La trahison prend une dimension presque physique. Elle ressent une oppression dans la poitrine, comme si l'air lui manquait dès qu'elle envisage la durée de cette liaison. 10 mois pendant lesquels elle a partagé le quotidien de Yann sans soupçonner l'existence d'un autre récit parallèle. Ce n'est pas seulement l'infidélité qui la blesse, mais la constance du mensonge. Au même moment, Hakim et Élise font le point sur les éléments recueillis. L'IGPN ne se limite pas à examiner l'éventuelle implication de Yann dans la mort de Lucie, elle analyse également son comportement en tant que policier. La destruction du téléphone prépayé, les omissions dans ses déclarations initiales, les contradictions dans la chronologie constituent autant de failles professionnelles. Hakim insiste sur le fait que l'enquête doit rester rigoureuse et détachée, malgré les liens personnels qui unissent certains membres du service à Yann. Manu écoute en silence, partagé entre loyauté et exigence morale. Il connaît la valeur du travail d'Hakim, mais il ne peut s'empêcher de ressentir une forme de malaise en voyant un ancien collègue soumis à un examen aussi minutieux.
Il comprend toutefois que la crédibilité du commissariat dépend de cette transparence. Toute complaisance serait interprétée comme une complicité. Dans son nouvel appartement, Caroline organise sa première soirée. Les cartons sont encore ouverts, mais elle tient à instaurer un semblant de normalité. Pablo l'aide à disposer quelques objets familiers, transformant progressivement l'espace en un lieu habitable. Malgré la fatigue du déménagement, Caroline éprouve une sensation étrange, faite à la fois de soulagement et d'appréhension. Elle parle de renaissance avec conviction, mais cette conviction reste fragile, car elle sait que le passé ne disparaît jamais complètement. Sabine, de son côté, savoure enfin une soirée en tête-à-tête avec Hugo. Après un mois de cohabitation avec Caroline, cette intimité retrouvée ressemble à un luxe longtemps différé. Hugo la remercie pour sa patience et sa compréhension, conscient que la situation n'a pas toujours été simple à gérer. Sabine tente de se détendre, mais une part d'elle demeure attentive à l'évolution de l'affaire qui secoue le commissariat. Les événements concernant Yann et Johanna ne la laissent pas indifférente. Au commissariat, la garde à vue de Yann se prolonge. Les heures passent, rythmées par les questions d'Hakim et les pauses imposées par la procédure. Chaque détail est revisité, les derniers rendez-vous avec Lucie, les lieux fréquentés, les messages échangés. Yann maintient sa ligne de défense, répétant qu'il n'a rien à voir avec la mort de la jeune femme. Toutefois, plus il tente de clarifier les faits, plus il prend conscience de l'enchevêtrement des éléments qui jouent contre lui. Il commence à percevoir l'ampleur du désastre conjugal. Il sait que Johanna est au courant. Il a vu dans son regard une douleur mêlée de mépris, une distance nouvelle qui lui a glacé le sang. Il réalise que, même si l'enquête devait conclure à son innocence, la confiance brisée ne se reconstituerait pas aisément. L'institution pourra peut-être lui rendre son statut, mais personne ne pourra effacer ces mois de duplicité. Johanna, avant de quitter définitivement le commissariat pour la nuit, jette un dernier regard vers la salle où Yann est retenu. Elle n'entre pas de nouveau. Elle n'en a pas la force. Elle comprend que ce qui se joue désormais dépasse la simple explication. Elle devra décider si elle peut envisager un avenir aux côtés d'un homme qu'elle découvre sous un jour aussi troublant. La ville s'endort peu à peu, mais pour ceux dont la vie vient de basculer, le sommeil paraît inaccessible. Caroline s'efforce de croire en son nouveau départ, Sabine profite d'un instant de répit, et au commissariat, Yann reste confronté à ses choix. La nuit ne fait qu'accentuer la sensation d'irréversibilité. Ce qui a été révélé ne pourra jamais redevenir secret, et les conséquences, qu'elles soient judiciaires ou intimes, s'annoncent profondes. L'aube suivante ne dissipe en rien la tension accumulée au cours de la nuit. Au commissariat, la fatigue se lit sur les visages, mais personne ne ralentit le rythme. L'affaire a pris une dimension trop sensible pour être traitée avec légèreté. Yann passe les dernières heures de sa garde à vue dans un état d'épuisement mental qui contraste avec la rigidité qu'il affichait encore la veille. Le manque de sommeil accentue la lucidité brutale qui s'impose à lui, il n'a plus le contrôle de la narration. Hakim revient une nouvelle fois sur les éléments matériels. Il expose les incohérences relevées dans les horaires, les silences inexpliqués, les traces numériques partiellement effacées. Il ne cherche pas l'affrontement spectaculaire, mais la cohérence. Il sait que la vérité ne surgit pas d'un éclat de voix, mais d'un détail mal ajusté. Yann répond, parfois avec assurance, parfois avec une hésitation à peine perceptible qui suffit à nourrir le doute. Dans un bureau voisin, Baker s'entretient avec Élise au sujet des suites disciplinaires potentielles. Même si l'enquête criminelle devait écarter Yann de toute implication directe, la question de son comportement professionnel demeure entière. La destruction du téléphone, l'absence de déclaration spontanée concernant la liaison, les risques pris en pleine enquête constituent des manquements graves. Baker ne cache pas sa déception. Il attendait davantage de rigueur d'un officier expérimenté. Élise, de son côté, ressent un mélange complexe d'émotions. Elle se souvient de la confiance qu'elle accordait à Yann, de leur collaboration efficace sur d'autres dossiers. Elle mesure aujourd'hui combien cette confiance était fragile. Pourtant, elle s'efforce de maintenir une distance professionnelle, convaincue que céder à l'affect affaiblirait la crédibilité de son travail. Johanna, après une nuit presque blanche, se rend à son cabinet sans parvenir à se concentrer réellement. Les dossiers s'empilent sur son bureau, mais son esprit reste figé sur la scène du commissariat. Elle repense au regard de Yann lorsqu'il a confirmé la liaison, à la façon dont il tentait d'expliquer l'inexplicable. Elle se demande si elle a manqué des signaux, si elle a volontairement fermé les yeux sur des évidences dérangeantes. La blessure ne se limite plus à la trahison amoureuse. Elle s'étend à l'image qu'elle avait construite de son couple. Elle avait cru en une stabilité fondée sur la confiance mutuelle, en un partenariat solide face aux épreuves. Découvrir que cette stabilité reposait sur un mensonge prolongé la confronte à une remise en question profonde de ses propres certitudes.
Au même moment, Caroline s'éveille dans son nouvel appartement avec une sensation étrange de calme fragile. La lumière du matin éclaire les murs encore dépouillés, soulignant l'ampleur du changement. Elle prépare le petit déjeuner pour Pablo, déterminée à instaurer une routine rassurante malgré l'instabilité récente. Le jeune homme, encore marqué par le déménagement, oscille entre sarcasme et affection silencieuse. Caroline perçoit chez lui une inquiétude qu'il ne formule pas. Elle comprend que chaque transition, même présentée comme positive, comporte une part de déracinement. Elle s'efforce de rassurer son fils en évoquant les avantages du nouveau quartier, la proximité des commodités, la possibilité d'un nouvel équilibre. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que cette renaissance ne dépend pas seulement d'un changement d'adresse, mais d'une capacité à affronter les attachements passés. Sabine, quant à elle, ressent un soulagement discret après sa soirée en tête-à-tête avec Hugo. Elle se surprend à espérer que cette parenthèse marque le début d'une période plus stable. Cependant, l'affaire Yann-Johanna plane comme une ombre au-dessus du commissariat, et par extension, sur son propre quotidien. Elle connaît Johanna depuis longtemps et redoute les conséquences psychologiques que cette révélation pourrait engendrer. Au commissariat, la décision tombe, la garde à vue de Yann est levée, mais l'enquête se poursuit. Cette libération relative ne ressemble pas à un soulagement. Elle s'apparente davantage à une suspension, un répit précaire avant d'éventuelles poursuites. Yann sort du bâtiment sous les regards lourds de sens de ses collègues. Certains évitent son regard, d'autres l'observent avec une curiosité mêlée de désapprobation. Il sait que rien ne sera plus comme avant. Même en l'absence d'accusation formelle, le soupçon laisse une trace indélébile. Il mesure aussi que la confrontation la plus difficile ne se jouera pas face à l'IGPN, mais face à Johanna. Lorsqu'il tente de la contacter, elle ne répond pas immédiatement. Elle a besoin de distance pour organiser ses pensées, pour décider si elle souhaite encore entendre ses explications. Ce silence devient pour Yann une punition plus sévère que l'interrogatoire lui-même. Il réalise que la confiance, une fois brisée, ne se restaure pas par de simples mots. Hakim, avant de repartir vers Marseille, échange quelques instants avec Manu. Il reconnaît la complexité émotionnelle de l'affaire, mais rappelle que la mission de l'IGPN n'est pas de juger les sentiments, seulement les faits. Manu acquiesce, conscient que la frontière entre vie privée et responsabilité professionnelle est plus poreuse qu'on ne l'admet volontiers. La journée s'achève sur une impression d'équilibre instable. Caroline s'efforce d'ancrer sa nouvelle vie dans des gestes simples, Sabine tente de préserver son couple, et Yann rentre chez lui avec la conscience aiguë que son foyer n'est plus un refuge. Johanna, de son côté, observe le téléphone posé sur la table sans se décider à répondre. Le cauchemar qu'elle pressentait la veille n'a pas disparu au lever du jour. Il s'est installé durablement, transformant chaque souvenir partagé avec Yann en question ouverte. Le retour de Yann au domicile conjugal ne ressemble en rien aux retours ordinaires après une journée difficile. Lorsqu'il franchit le seuil, l'appartement lui paraît étrangement silencieux, comme si les murs eux-mêmes avaient pris parti. Chaque objet familier semble désormais chargé d'une signification nouvelle, presque accusatrice. Il comprend immédiatement que rien ne pourra être abordé avec légèreté. La crise n'est pas seulement liée à l'enquête, elle s'est infiltrée dans l'intimité la plus profonde de leur vie commune. Johanna l'attend dans le salon. Elle ne s'est pas réfugiée dans la chambre, elle n'a pas cherché à éviter l'affrontement. Sa posture est droite, son regard déterminé, mais cette maîtrise apparente masque un bouleversement intérieur intense. Elle a passé la journée à repenser aux 10 mois de mensonges, à chaque détail qui aurait pu la mettre sur la voie. Elle a tenté d'analyser la situation comme un dossier juridique, mais l'émotion revient sans cesse fissurer cette approche rationnelle. Yann commence par expliquer, non pour se justifier entièrement, mais pour tenter de rétablir un fil de compréhension. Il parle de faiblesse, d'un moment où il s'est senti dépassé par ses propres doutes, d'une relation qu'il n'a pas su arrêter à temps. Il affirme qu'il n'a jamais cessé d'aimer Johanna, qu'il s'est laissé entraîner dans une spirale qu'il croyait maîtriser. Pourtant, à mesure qu'il déroule ses explications, il sent que les mots perdent de leur portée face à la durée des faits. Johanna l'écoute sans l'interrompre, mais son silence est plus éloquent que n'importe quelle accusation. Elle mesure la distance qui s'est installée entre eux, une distance construite sur des silences volontaires et des omissions répétées. Elle ne conteste pas immédiatement ses propos, elle cherche à comprendre comment un homme qu'elle pensait connaître a pu vivre une double vie avec autant de constance. Ce qui la blesse le plus n'est pas seulement l'infidélité, mais la certitude que cette relation s'est développée sans qu'elle n'en perçoive la moindre trace évidente. La conversation devient progressivement plus âpre. Johanna évoque la durée de la liaison, la répétition des mensonges, la manière dont Yann a compartimenté son existence. Elle ne hausse pas la voix, mais chaque phrase qu'elle prononce porte le poids d'une désillusion profonde.
Elle lui fait comprendre que la confiance, une fois fracturée de cette manière, ne se restaure pas par la simple expression de regret. Ian tente d'expliquer son geste concernant le téléphone prépayé, insistant sur le fait qu'il a agi par panique et par peur du scandale. Il affirme qu'il n'a jamais cherché à entraver l'enquête, qu'il a seulement voulu empêcher que sa vie privée n'explose publiquement. Mais Johanna perçoit dans cette décision une nouvelle trahison. Non seulement il l'a trompée, mais il a pris des risques professionnels considérables qui auraient pu rejaillir sur elle indirectement. Pendant que leur couple vacille, au commissariat, l'affaire continue de produire ses effets. Élise examine encore certains éléments du dossier, cherchant à consolider la chronologie. Même si la garde à vue est levée, les vérifications se poursuivent. L'IGPN exige une transparence totale, et chaque détail doit être scruté pour éviter toute accusation de laxisme interne. Manu ressent une fatigue morale croissante. Il a toujours cru en la solidité de son équipe, en la loyauté qui les liait. Voir Ian fragilisé de cette manière ébranle sa perception du collectif. Il comprend que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est plus fragile qu'il ne l'imaginait. Un choix intime peut soudainement menacer l'équilibre institutionnel. Dans son nouvel appartement, Caroline termine de ranger les derniers cartons. Elle observe Pablo, absorbé par son téléphone, et se demande quel souvenir il gardera de cette période instable. Elle tente d'instaurer une atmosphère rassurante, consciente que la stabilité qu'elle promet dépendra de sa capacité à maintenir des repères clairs. Elle repense aux paroles de Berthier et s'interroge sur ses propres sentiments encore ambivalents. Cette renaissance qu'elle revendique exige une honnêteté envers elle-même qu'elle n'a pas toujours pratiquée. Sabine, de son côté, perçoit que l'équilibre retrouvé avec Hugo reste précaire. Elle sait que les remous au commissariat peuvent affecter indirectement leur quotidien. Elle choisit néanmoins de s'ancrer dans le présent, décidée à ne pas laisser les drames extérieurs contaminer ce qu'elle reconstruit patiemment. Chez Ian et Johanna, la discussion atteint un point de rupture lorsque la question de l'avenir est posée implicitement. Johanna ne prononce pas immédiatement le mot séparation, mais l'idée flotte dans l'air. Elle exprime son besoin de recul, de temps, peut-être même d'espace. Elle ne veut pas décider sous le coup de la colère, mais elle ne peut pas non plus faire comme si rien ne s'était produit. Ian prend alors conscience que le véritable cauchemar n'est pas seulement l'enquête en cours, mais la possibilité de perdre définitivement la femme qu'il aime. Il comprend que ses choix passés ont déclenché une réaction en chaîne dont il ne maîtrise plus l'issue. Son statut professionnel est fragilisé, sa réputation entachée, et son mariage suspendu à une décision qui ne lui appartient plus entièrement. La nuit retombe sur Montpellier, mais cette fois, elle ne porte pas la même densité que la précédente. Elle marque une transition vers une réalité nouvelle où chaque relation devra être redéfinie. Le couple n'est pas encore brisé, mais il n'est plus intact. L'enquête se poursuit, l'IGPN reste attentive, et la confiance, cette matière invisible qui soutenait tant d'équilibre, apparaît désormais comme la grande absente. Au petit matin, Montpellier semble reprendre un rythme presque normal, mais cette normalité n'est qu'une illusion fragile. Derrière les vitrines des cafés et le mouvement régulier des tramways, plusieurs vies ont basculé en silence. L'enquête continue, l'IGPN reste en arrière-plan comme une menace latente, et au cœur de cette tempête, Ian et Johanna doivent désormais affronter une réalité qui ne peut plus être ignorée. Johanna n'a presque pas dormi. Les heures passées à fixer le plafond lui ont permis de comprendre une chose essentielle. La trahison ne se limite pas au passé, elle s'étend dans le présent. Elle ne souffre pas seulement de ce que Ian a fait, mais de ce que cela révèle sur leur couple. Elle réalise que la confiance n'était pas aussi solide qu'elle le croyait. Peut-être qu'ils s'étaient éloignés progressivement sans oser l'admettre. Peut-être qu'ils avaient confondu stabilité et habitude. Lorsque Ian tente une nouvelle fois de renouer le dialogue, il ne cherche plus à minimiser. Il reconnaît la gravité de ses actes, la durée du mensonge, la légèreté avec laquelle il a cru pouvoir compartimenter sa vie. Il comprend que ses regrets, aussi sincères soient-ils, ne suffisent pas à effacer 10 mois de dissimulation. Il affirme encore qu'il n'a rien à voir avec la mort de Lucie, qu'il n'a jamais levé la main sur elle, qu'il n'a jamais envisagé la violence. Mais ces déclarations, même si elles sont vraies, n'effacent pas le reste. Johanna l'écoute avec une lucidité nouvelle. Elle n'élève pas la voix. Elle ne cherche pas à humilier. Elle pose simplement une question fondamentale. Comment reconstruire après une fracture aussi profonde? Elle ne parle pas de vengeance, elle parle de confiance. Et cette confiance semble désormais hors de portée. Au commissariat, l'atmosphère demeure tendue. Élise poursuit les vérifications nécessaires, déterminée à ne laisser aucune zone d'ombre. Baker, plus réservé que jamais, veille à ce que l'institution sorte indemne de cette affaire. Manu, lui, oscille encore entre loyauté et désillusion.
Il comprend que l'IGPN ne repartira pas sans avoir examiné chaque détail, et que le simple soupçon suffit à entacher durablement une carrière. Hakim, avant de quitter Montpellier, échange un dernier regard avec Yann dans les couloirs. Il n'y a ni triomphe ni hostilité dans ses yeux, seulement la rigueur d'un homme qui a fait son travail. Il sait que le dossier n'est pas clos et que la vérité, quelle qu'elle soit, devra s'imposer sans compromis. Pendant ce temps, Caroline continue d'aménager son nouvel espace. Elle contemple les murs encore imparfaits, mais elle y projette déjà une stabilité à venir. Elle parle de renaissance, non pas comme d'une rupture brutale avec le passé, mais comme d'une volonté de ne plus subir les événements. Pablo observe sa mère avec une maturité discrète, comprenant que ce changement marque un tournant pour eux deux. Sabine, de son côté, savoure un équilibre fragile avec Hugo, consciente que rien n'est acquis. Elle mesure combien les relations humaines peuvent vaciller sous le poids des secrets et des non-dits. Ainsi, chacun avance sur une ligne incertaine. Le cauchemar de Johanna ne s'est pas dissipé avec le lever du soleil, il s'est transformé en question ouverte. Yann, lui, comprend que la véritable épreuve commence maintenant. Il peut espérer prouver son innocence dans l'affaire Lucie, mais il ne pourra pas effacer le mensonge qui a miné son mariage. Dans cette ville où les destins s'entrelacent sans cesse, la vérité agit comme un révélateur. Elle expose les failles, met à nu les fragilités et oblige chacun à choisir entre fuite et responsabilité. Et tandis que l'enquête se poursuit, une certitude s'impose, rien ne sera plus jamais exactement comme avant.